L'intrusion de Quentin Lafay. À mon frère, à mes parents. Je suis ce que je cache. Je peux bien tout dire et tout confier, me rendre totalement transparent, mais alors je ne serai plus personne. Brève de comptoir, 421 North Ogden Drive, Fairfax District. Je ne vais pas y aller par 4 chemins et il n'y a plus rien à faire. Et il va falloir serrer les dents. Au milieu de la nuit, étendu sur mon canapé, je m'exécute. Je serre les dents, comme un enfant perdu qui suivrait les directives d'un médecin ou d'un parent. L'homme qui me conseille a une voix grave, désolée. Je ne le connais pas. Il m'a contacté en numéro masqué et a refusé de décliner son identité. Sachez seulement que je travaille pour les services de l'État. Ce type pourrait être n'importe qui, un arnaqueur, une erreur, mais je suis seule, affolée, et je n'ai plus la force de me méfier, de douter de la sincérité de son calme et de son détachement. Alors je m'en remets à lui. L'inconnu parle lentement, comme un chirurgien qui décrirait l'opération à venir. Il emploie des mots choisis, des termes techniques que je ne maîtrise pas toujours. Certains d'entre eux reviennent à plusieurs reprises. Phishing, social engineering, malware, 4chan. Avec patience, il répond à mes questions naïves. Il traduit ses explications en langage courant et me conduit, pas à pas, jusqu'à la vérité brutale. Il n'y a plus rien à faire. Dans la pénombre de mon salon, je suis face à l'ordinateur, posé sur mes cuisses. La vieille machine tourne à plein régime. Elle souffle, brûle ma peau. Elle crée sous mon jean des bandes de sueur. Sur l'écran, les emails et les notifications s'accumulent. Il en vient des dizaines chaque minute. Une nuée d'anonymes m'écrit et m'interpelle pour m'avertir que mon nom est partout, que des fragments de mon existence circulent et se démultiplient, que mon intimité a été pulvérisée. Vous payez pour les autres, vous êtes l'une des premières victimes du monde nouveau. Ça a l'air chaud pour votre gueule. D'autres, à l'inverse, ont choisi de me prendre pour cible. Pareils à des rapaces, ils profitent de ma faiblesse et de ma nudité soudaine pour me dépecer, déchiqueter ma vie amoureuse et ma correspondance privée, engloutir, puis recracher mes fiches de paie, mes feuilles d'impôt, mes papiers d'identité, mes photos de famille. J'ai conscience qu'il ne sert à rien de répliquer. Toutefois, comme s'il demeurait quelque chose à sauver, mon honneur, je réponds aux messages les plus virulents. Honte à vous, bande de chiens, allez crever, vous n'avez donc rien d'autre à foutre? Vous êtes des parasites, des déchets humains. Ces réactions grisent mes assaillants. Elles les confortent dans l'idée que je suis désarmé et que rien ne peut plus s'opposer à leur déchaînement. Encore une fois, l'inconnu des services de l'État refuse de me communiquer ses coordonnées. Il n'en a pas le droit, mais il me garantit que tout rentrera bientôt dans l'ordre, que le temps se chargera d'arranger les choses. Il faut s'armer de patience. Sa voix s'altère pour la première fois. Avant de raccrocher, il me recommande de modifier tous mes mots de passe. Trouvez un mot ou une expression qui n'a aucun sens pour vous, avec des lettres en majuscules, en minuscules, des nombres, un ou deux caractères spéciaux. Puis il me conseille de me déconnecter de mes comptes, d'éteindre mon ordinateur et de partir quelques jours, si je le peux, dans une zone sans réseau. Je reste suspendu à la tonalité. Je fixe mon ordinateur sans plus bouger. Une onde de stress me traverse le corps. Toute mon existence est là, répandue sur Internet. Mes documents, l'ensemble de mes emails professionnels, de mes courriels privés, des milliers de messages reçus et envoyés. Depuis un moteur de recherche, Yahoo, Bing, Quant, Google, n'importe qui est désormais en mesure d'accéder à ma correspondance, à 12 années d'intimité. Demain, lorsqu'ils se réveilleront,
Mes parents pourront appréhender ma vie intime et sexuelle en quelques clics. Mon patron entreprendra peut-être l'archéologie des messages hargneux et absurdes que j'ai échangés à son propos avec des collègues ou des amis. Mes collègues saisiront mes photos de soirée, perceront à jour mes projets, mes goûts, mes opinions. Mes amis découvriront les masques et les costumes variés que je porte lorsque je ne suis pas auprès d'eux. Ils verront l'étudiant que j'étais, l'amant que je suis devenu. Après un long moment, je parviens à détacher mon regard de l'écran. Dehors, l'hiver s'est imposé. D'épais flocons traversent la lumière des réverbères et se liquéfient au contact du macadam. Je me lève, je fais glisser la baie vitrée. Un courant d'air glacé vient caresser mon visage fiévreux. Au moment où je veux fermer mon ordinateur, une nouvelle alerte attire mon attention. Un troll a copié et diffusé un email que j'avais transmis à Sophie il y a plus de 3 ans. D'un commentaire lapidaire, il raille le surnom que je lui donnais, mon Chichou, surnom qui est le sien, qui a toujours été le sien, depuis que nous sommes ensemble. Dans la pièce voisine, Sophie dort depuis plusieurs heures. Elle n'a pas conscience de la tempête qui gronde à quelques mètres. Elle ne sait pas que notre sanctuaire vient de se fracturer, que notre complicité a été souillée, que nos discussions sur ses velléités artistiques, nos débats sur les grands tubes italiens des années 2000, nos souvenirs de voyage, nos farces vaseuses, les liens vers nos émissions de radio, nos articles favoris, nos fâcheries, nos humeurs, toutes ces choses anodines qui nous unissent et que l'on appelle nous, ont été livrées en pâture sur Internet. Doucement, je pousse la porte de la chambre. Au fond de l'obscurité, je distingue sa silhouette, levée sous notre couette. Son corps paraît figé. Ses cheveux blonds masquent son visage et tombent en cascade sur ses épaules. Ma compagne est loin, égarée dans ses rêves sereins. Je me retire à reculons. Quand je lâche la poignée de la porte, ces vers de Bachung me reviennent à l'esprit. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour, c'est le trésor. En les reformulant, je me demande avec anxiété si Sophie et moi avons toujours les moyens de protéger notre trésor, si un amour sans refuge a seulement des chances d'exister. J'entreprends un tour de l'appartement et je rassemble les objets qui me lient à elle, toutes les babioles qui nous racontent. Des cartes postales, un cahier couvert de notes, un collage, l'Aurélien d'Aragon, un guide de voyage, un citronnier mal en point, une estampe japonaise, un cliché de photomaton, un lance-pierre en bois, puis je les disperse sur la table du salon. Ces objets sont-ils plus réels, plus concrets que les centaines d'emails que nous nous sommes envoyés depuis que nous sommes ensemble? Je ne peux l'affirmer. Je sais seulement qu'ils sont là et que je peux les saisir, que personne d'autre ne peut les toucher, les voir, les intercepter ou les moquer. Ils sont à moi et à nous. Ce sont les vestiges de notre intimité.